Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le jeudi 13 septembre 2018 et aujourd'hui on a eu pas mal, enfin depuis hier on a eu pas mal d'informations, alors que le début de semaine c'était plutôt calme sur les marchés. On a eu le livre belge qui a été publié, qui était plutôt, alors le marché n'a pas vraiment réagi, mais il n'a pas fait état d'un fort optimisme. En fait, ce livre belge comparé aux précédentes publications, eh bien, il a été plutôt moins convaincant, moins optimiste que les autres. Toutefois, le marché n'a pas réagi. Toutefois, n'a pas réagi puisque il avait déjà réagi quelques heures auparavant suite au titre positif concernant les relations, enfin la reprise potentielle de négociations entre Washington et Pékin, mais également suite au titre comme quoi un accord de l'AENA serait possible entre les États-Unis et le Canada. Donc on va voir ça dans un petit instant. En tout cas aujourd'hui le focus du jour c'est la BCE, la BOE, tous les deux en début d'après-midi, l'IPC US un petit peu plus tard, mais voilà, aucune hausse des taux bien évidemment qui est attendue, la BOE qui a relevé la dernière fois ses taux le mois dernier, la BCE qui pourrait revoir à la baisse ses prévisions de croissance cet après-midi. C'est ce qui a fait peser notamment l'euro enfin c'est ce qui a pesé pardon sur l'euro hier. Il y a pas mal de rumeurs sur possible révision à la baisse des croissances de la zone euro. Et voilà. Et donc des commentaires sur l'inflation de la part des deux banques centrales seront particulièrement importants et suivis par les investisseurs. Alors commençons comme d'habitude par l'avertissement également de risque que je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet de levier amphi, toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors voici le briefing de l'actualité. Le gouvernement américain qui a proposé une nouvelle série de négociations commerciales avec Pékin pour éviter une nouvelle escalade de la guerre commerciale du président Donald Trump avec la Chine, selon 3 personnes familières avec le sujet, donc information de Bloomberg. Concernant le livre belge, alors, on a un rapport qui a fait état d'une activité économique en progression modérée et d'une poursuite de la hausse des embauches et des salaires. Toutefois, on a de nombreux décideurs qui ont fait part de leurs préoccupations face à l'instauration et la menace de nouveaux droits de douane susceptibles de renchérir leurs coûts de production. Et certains chefs d'entreprise, ce qui confirme notamment, petite parenthèse, la consultation publique qu'avait fait l'administration Trump tout au mois d'août. Donc on a certains chefs d'entreprise qui auraient reporté leurs décisions d'investissement dans ce contexte de regain de tensions commerciales. Concernant le Brexit, nous avons Theresa May qui rencontre quelques difficultés dans son parti des conservateurs. Alors, on a les conservateurs qui soutiennent Theresa May. C'est vraiment voilà, tranché en deux, ce parti des conservateurs. Donc on a eu une partie qui soutiennent Theresa May, qui ont en tout cas promis le soutien à Theresa May, suite euh, à certains reportages des médias qui indiquent un groupe euh, d'une cinquantaine d'élus conservateurs qui se seraient rencontrés pour discuter de l'éviction de la première ministre. C'est-à-dire que Theresa May, c'est vraiment au sein des conservateurs, enfin, c'est qui tout double. Il y en a qui soutiennent totalement Theresa May et d'autres qui veulent l'éviction totale. En fait, c'est assez subtil parce que parmi les conservateurs, il y a une partie qui souhaite un soft Brexit et d'autres qui souhaitent un hard. Et Theresa May fait plutôt partie des propositions soft Brexit et en tout cas pour le moment adopte essaye d'avoir un accord avec l'UE, alors que il y a certains conservateurs et même une partie finalement, je dirais pas que c'est 50-50, mais ouais, il y a une importante partie quand même des conservateurs qui souhaitent tout simplement aucun accord sortir de l'UE et, et voilà, tout simplement. Donc, disons que le poste de Theresa May, ça fait maintenant pas mal de mois, en fait, depuis qu'elle a perdu les élections législatives. Je vous rappelle, c'était juin l'année dernière, juin 2017. Depuis qu'elle a échoué dans ces élections législatives, et bien finalement, elle a perdu beaucoup de leadership. Et il y a souvent cette hypothèse d'éviction de Theresa May, de remplacement de Theresa May euh, qui revient finalement sur le devant de la scène. Bon, ça n'a pas vraiment d'impact sur les marchés à court terme, on le voit depuis avant-hier, il n'y a pas eu d'impact de ces annonces, mais
voilà, c'est à suivre de très près. Parce que finalement, Theresa May rassure quand même les investisseurs, parce qu'elle a une position de qui soutient le Brexit, mais plutôt le soft. Concernant l'ouragan Florence, donc, qui a été déclassé en catégorie 2 contre catégorie 4 hier, devrait atteindre la côte est américaine à 14 heures, heure française. Concernant le Venezuela, donc là c'est pas très important non plus, mais c'est à suivre quand même. Le président vénézuélien Nicolás Maduro rend visite à son homologue chinois Xi Jinping pour une visite d'État très nécessaire, opportune. Donc je cite. Donc c'est à suivre. Pourquoi? Bien simplement, vous savez que entre les États-Unis et le Venezuela, c'est assez tendu leur relation, surtout depuis l'administration Trump. Et donc, si le Venezuela accentue ses relations avec la Chine, qui est aux yeux de Trump vraiment, d'un point de vue commercial, l'ennemi numéro un, eh bien, finalement, la relation entre les États-Unis et le Venezuela pourrait à nouveau se dégrader si le Venezuela accentue ses relations avec la Chine. Voilà, donc c'est à suivre, mais voilà, pour moi ça n'a pas non plus d'impact sur les marchés, que ce soit sur le pétrole ou quelconque marché. Et d'un point de vue macroéconomique, on a l'IPC harmonisé, hein. L'IPC harmonisé en Allemagne qui a augmenté de 1,9% sur un an août et qui est resté stable, hein, par rapport au mois de juillet. Voici le résumé des sciences américaines asiatiques. Donc hier, on a eu un Dixie qui a clôturé dans le rouge. Pourquoi il a clôturé dans le rouge? Alors c'est pas à cause de la Fed, hein, c'est simplement parce que hier, dans l'après-midi, on a eu des titres positifs sur les relations commerciales entre États-Unis et Chine. Enfin, comme je vous l'ai dit, Bloomberg qui a annoncé, enfin c'est Wall Street Journal, hein, à la base, Wall Street Journal qui a reporté que les négociateurs américains ont invité la Chine à reprendre les négociations. Et dans le même temps, quelques heures plus tard, on a le négociateur mexicain Guajardo qui a annoncé je cite, fort probabilité d'un accord entre les États-Unis et la Chine, entre les États-Unis et le Canada. Donc concrètement, les perspectives se sont améliorées entre les États-Unis et la Chine et les États-Unis et le Canada hier. Donc c'est pour ça que ça fait pression sur le dollar. Au niveau des marchés actions, on voit que c'était assez mitigé. Les techs ont clôturé dans le rouge, avec notamment Apple qui a perdu un peu plus de 1% après sa keynote. Bon, rien d'alarmant. On a le Russell 2000 qui perd 0,16. Ce matin, nous avons le rendement du 10 ans qui reste stable, hein, depuis hier à 2,97%. Le Yen Index qui a moins 0,18. Donc en baisse, on a un regain d'appétit pour le risque. Le gold qui est à l'équilibre. Le nickel, le Hang Seng qui progresse. Vous voyez que le Hang Seng, enfin, le Hang Seng progresse. Le Hang Seng progresse. Et au niveau du calendrier économique, donc, à retenir, 13h, la BE, 13h45, la BCE. Bon, 13h45, c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important pour la BCE, c'est à 14h30. Parce qu'à 14h30 sera le discours de Mario Draghi et à 13h45, ce sera simplement la décision des taux et tout ce qui est monétaire. Et aucun changement n'est attendu sur ce côté-là. Donc, 13h45, ça ne devrait pas être source de volatilité. C'est surtout 14h30. Et concernant la BE, on n'a pas de discours de Marc Carnet, hein. Donc, bon, on aura juste un communiqué à 13h. Donc voilà. Et enfin, 14h30, donc dans le même temps que le discours de la BCE, nous aurons l'IPC des États-Unis. Attendu, vous voyez, IPC classique 2,8%, l'IPC core 2,4%. Donc cet IPC il est important, bien que ça ne soit pas l'indicateur surveillé par la Fed. Je rappelle l'indicateur pour mesurer l'inflation, enfin l'indicateur inflationniste préféré de la Fed, c'est l'indice PCE Core. Pour la BCE, c'est l'IPCH, l'IPC harmonisé. Donc voilà, l'indice PCE Core, il est publié, il me semble, 2 semaines après l'indice IPC US. Donc finalement, cet indice IPC US permet de nous donner une idée de l'indice PCE Core, même s'ils n'ont pas la même méthode de calcul. On va dire que si l'IPC Core augmente, il y a des fortes chances que le PCE Core augmente également. Donc c'est pour ça qu'il est suivi. Voilà, et on voit ce matin l'AUD qui progresse. Vous voyez, le yen
qui recule. Le CAD qui a été la devise qui a surperformé avec la UD hier. AUD, hein, la plus sensible aux relations États-Unis-Chine. Et le CAD, eh bien, forcément, si on a un bon titre de l'ALENA, on a le CAD et le peso mexicain qui rebondissent. Alors, donc, je vais saluer rapidement la salle de trading. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Didier, Frédéric, que je salue également. Raymond, Edgy, Stéphane, bonjour à vous. Didier, ça a l'air de s'arranger entre les US et la Chine, puisque ce sont les US qui sont demandeurs de reprendre les négociations, ça devrait être bon pour les indices. Alors oui, ça devrait être bon en fait pour l'appétit pour le risque. De manière générale, c'est bon pour la UD, c'est bon pour la NZD, c'est bon pour les matières premières, c'est bon pour les marchés à actions. Voilà, maintenant, attention, c'est pas parce qu'on a cette avancée qu'on a un accord. D'accord. Et on a déjà eu ce genre de sentiment depuis le début de la guerre commerciale. Finalement, si on regarde sur la UD Index, ouais, donc il rebondit fortement, mais en juillet, donc là c'était on avait une période de répit. Je me souviens qu'en fin août, voilà, cette période-là, donc à la mi-août, on avait l'annonce comme quoi il allait y avoir une délégation chinoise qui allait venir à Washington. Donc regain d'appétit pour le risque. Vous voyez, donc ensuite point haut, etc., etc. Donc en fait, il y a deux façons de voir les choses. Soit on estime que cette avancée de la part de Washington signe la fin des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ou soit on estime que finalement c'est comme depuis le début des tensions commerciales, on a des moments où il y a une ouverture de la part de Washington ou de Pékin qui permettent un regain d'appétit pour le risque, mais qui finalement n'aboutit à aucun accord. Donc, personnellement, moi j'aime bien, enfin de toute façon quand on fait de l'analyse technique ou même de l'analyse fondamentale, on se base sur les données passées. Donc voilà, au vu de ce qui se passe depuis ces 6 derniers mois entre les États-Unis et la Chine, personnellement, ce regain d'appétit pour le risque, cette amélioration des perspectives finalement, me semble être plutôt une opportunité pour shorter la UD à un meilleur prix. Voilà, donc moi je reste baissier hein, finalement je reste baissier sur la UD ou le NZD, même si on a cette amélioration des perspectives. Tant qu'on n'a pas d'accord, il n'y a pas de raison que la UD ou la NZD entre dans un bull market. Donc voilà. Personnellement, tant que la UD ou que le NZD index reste dans des tendances baissières à long terme, donc en clair sous moyenne mobile à 200 jours, sous nuage d'Ishimoku, bien finalement, il y a, même si on a un regain optimiste, peu importe la raison fondamentale, à part si on a un accord entre les États-Unis et la Chine qui est trouvé, finalement ces périodes d'amélioration des perspectives commerciales entre les États-Unis et la Chine me semblent être plutôt des opportunités pour se repositionner à la vente. Voilà, donc moi je ne le vois pas du tout comme une opportunité pour acheter la UD. Ça me semble beaucoup trop risqué. Ça me semble beaucoup trop risqué d'acheter la UD malgré ce regain d'appétit pour le risque. Voilà, le yen forcément est en baisse hein, puisqu'on a un regain d'appétit pour le risque. L'euro, le GBP se maintiennent encore une fois près de leur sommet de la semaine. Vous voyez, ils sont assez élevés à court terme, mais bon, on n'a pas non plus de breakout majeur à part sur le GBP en début de semaine. Le franc suisse se stabilise. Le dollar US continue d'être sous résistance. Et vous voyez, je rappelle encore une fois, mais cet oblique en rouge, c'est le seuil du dollar que je surveille. Personnellement, toute mon analyse sur le dollar, enfin sur l'euro-dollar, le GBP USD, l'USD yen, en fait toutes les paires sauf AUD USD et NZD USD se basent sur cette oblique. L'AUD USD et le NZD USD, peu importe la tendance du dollar, de toute façon l'AUD et le NZD à moyen terme devraient sous-performer le dollar US. Donc voilà, moi je reste négatif sur l'AUD USD et le NZD USD à moyen long terme, peu importe la tendance du dollar USD. Mais par contre, pour ce qui est USD CAD, USD Yen, NZD USD, Euro Dollar, GBP USD, voilà, ces quatre paires par exemple, pour moi ça se joue beaucoup sur le dollar. Si le dollar dépasse cette oblique en rouge, ici, excusez-moi, s'il dépasse cette oblique en rouge, concrètement, l'euro a des fortes chances de se plier et revenir sous 1,15. Le GBP reviendra sous 1,30. L'USD CAD ira chercher les 1,32 et l'USD Yen ira très probablement chercher les 112. Donc pour ma part, toutes mes perspectives du dollar sur ces quatre paires majeures dépendent de cette oblique en rouge. Tant qu'on est sous cette oblique en rouge,
je privilégie une perspective baissière sur le dollar à court et moyen terme. À mon avis, l'élément déclencheur d'un avalement baissier ou d'un breakout sera la Fed le 26 septembre, donc dans un peu moins de 2 semaines. Parce que là, on a eu l'IPC, on a l'IPC cet après-midi, mais vous voyez que le livre belge n'a pas eu un grand impact parce que si on regarde en une heure, qu'est-ce qui a justifié cette baisse? Vous voyez, la baisse, elle a commencé à 13h jusqu'à 18h. Donc là, on est à heure de Londres, donc 19h, 18h heure de Londres, la fin de la baisse. Le livre belge qui a été publié à 19h heure de Londres, donc vous voyez que le livre belge n'a eu aucun impact. Ce qui a eu l'impact baissier qui a eu hier, c'était, comme je vous l'ai dit, les deux titres positifs, l'amélioration des perspectives commerciales entre États-Unis-Chine et États-Unis-Canada. Voilà, donc c'est avant tout, on le voit, les négociations commerciales américaines qui ont eu un impact sur les marchés et non pas le livre belge de la Fed. Donc voilà. À mon avis, l'élément déclencheur sera la Fed le 26 septembre ou une avancée concrète des négociations commerciales. Je vous rappelle, si on a de l'appétit pour le risque, on aura le dollar qui va baisser. À l'inverse, si on a des relations commerciales qui continuent à se tendre, le dollar va être soutenu. Voilà, donc moi personnellement, tant qu'on est sous cette oblique, je me fie à l'analyse technique avant tout, plus que l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale est importante, mais voilà, ce qui confirme finalement ce qu'on traite, c'est l'analyse technique. Et techniquement, tant que le dollar USD est sous cette oblique, pour moi, le potentiel se tourne davantage à la baisse sur USD. Ce que j'aimerais voir, ce qui permettrait de me rassurer dans ce scénario baissier, c'est si le cours passe sous son nuage Ishimoku. Ce serait une première depuis, vous voyez, depuis le début de la hausse. Et voilà, donc du coup, ça serait rassurant. Ça serait rassurant. L'idéal également, ce serait que le cours clôture sous la bande inférieure de Bollinger, ce qui témoignerait d'un puissant momentum baissier. Ouais, parce que généralement, quand on a une tendance haussière, on a le cours qui inscrit des breakouts au-dessus de sa bande supérieure et pas en dessous de sa bande inférieure. Vous voyez, on a des tests, mais on n'a pas de clôture en dessous. C'est également un signe qu'on est dans une tendance haussière. Et donc, si on est dans une tendance baissière, c'est l'inverse qu'on souhaiterait voir, c'est-à-dire des clôtures du prix sous la bande inférieure de Bollinger, au lieu des clôtures du prix au-dessus de la bande supérieure de Bollinger. Voilà. Donc, dans tous les cas, je reste baissier sur le dollar US. L'AUD, le NZD ont des chances de rebondir lors des prochaines séances grâce à l'amélioration des perspectives des relations commerciales États-Unis-Chine, ce qui permettra probablement la semaine prochaine de shorter l'AUD ou le NZD à un meilleur prix. Moi, vous savez ce que j'attends sur l'AUD et le NZD, c'est que ces deux indices, enfin, en tout cas l'un de ces deux indices, parce qu'on parle bien de l'AUD index et du NZD index, eh bien, passent au-dessus de leur moyenne mobile à 20 jours qui est en bleu sur le graphique. Si le cours passe au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, on peut voir que sur la dernière année, finalement, c'était un niveau de prix plutôt intéressant à vendre. Et pour optimiser le timing, on peut attendre le croisement du stochastique. Voilà. Donc, personnellement, j'attends que l'AUD, que le NZD rebondisse. S'il passe au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, ça serait parfait pour pouvoir rentrer à nouveau à la vente. Concernant le CAD, regardez la hausse du CAD depuis le début de semaine, boostée par la spéculation du marché sur un accord de l'ALENA, donc en fait le marché qui intègre de plus en plus le fait qu'il y a un accord qui va être trouvé. Voilà, et je vous rappelle que s'il y a un accord qui est trouvé, on aura davantage une accélération du rythme de hausse des taux de la Banque du Canada, et donc ça devrait être positif pour la Banque du Canada, bien que on ne devrait pas avoir un momentum extrêmement important, puisque finalement cet accord de l'ANA est de plus en plus pricé par le marché. Voilà. Mais donc le CAD, vous voyez, on revient au sommet de août, on revient au sommet de mai, vous voyez, donc on est au plus haut finalement depuis mai, et si on a un breakout, eh bien voilà, si on a une clôture au-dessus de la bande supérieure de Bollinger, ça serait en fait un signal qui témoignerait d'un momentum encore très puissant à la hausse, et on pourrait anticiper une hausse du CAD. Moi, d'ailleurs, l'USD CAD, moi encore une fois, je vois que le CAD il a un momentum aussi important. Le dollar US, comme je vous l'ai dit, tant que le dollar USD index est pondéré sur TradingView, comme je vous ai fait voir, et sous cette oblique en rouge, pour moi l'USD CAD a davantage de perspectives baissières.
Voilà. Donc USD CAD, breakout sous 1,30, c'est signal baissier, direction les 1,25, les 1,26 concrètement. Clôture 2017, c'est également le bas de ce canal qui est formé depuis le début des renégociations de l'ALENA. Voyez, et le R1 mensuel, niveau de prix intéressant pour passer à la vente, c'est le niveau qu'on avait annoncé, hein, qu'on avait surveillé au début de cette hausse, hein, je vous rappelle. Donc voilà, 1,30, en dessous de 1,30, ça se short, et tout rebond au R1 mensuel me semble être une opportunité pour shorter l'USD. On a également l'AUD CAD hein, qui peut être intéressant, bien que l'AUD rebondisse, vous voyez, le CAD surperforme. Donc si on a un retour par exemple à 0,84, à 0,95 à peu près, ça serait une opportunité pour shorter l'AUD face au dollar canadien. Dans l'optique d'une nouvelle dégradation des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, mais d'une amélioration entre les États-Unis et le Canada. Donc voilà, l'euro-dollar. Alors que dire sur l'euro-dollar? Bien écoutez, encore une fois, le pivot mensuel est un niveau de prix qui m'intéresse. Bon, on l'a quitté depuis maintenant quelques séances, mais vous voyez qu'il ça n'a pas été simple pour l'euro de décoller. Tout va dépendre, encore une fois, de la BCE aujourd'hui. Hein, je vous rappelle, le marché qui est extrêmement attentif à la possibilité d'une révision à la baisse des prévisions de croissance de la BCE pour la zone euro. Si c'est le cas, ce sera négatif pour l'euro, positif pour le dollar. L'euro ira rechercher probablement le pivot mensuel, ou en tout cas s'approcher de ce niveau-là. À l'inverse, si on n'a pas de révision à la baisse, l'euro devrait probablement augmenter jusqu'à 1,1733. Pour ce qui est du GBP-USD, à 1,30, comme je vous l'ai dit hier, ça se paye. Hein, 1,30, vous voyez que ça a été finalement presque le point bas de la journée, à quelques points près, à une vingtaine de pips près. Et voilà, la perspective sur le GBP-USD est haussière jusqu'au R1 mensuel, qui est également proche de la moyenne mobile à 100 jours, qui est ici, hein, qu'on ne voit pas parce qu'on est sur le graphique 4 heures, mais la moyenne mobile à 100 jours est vers 1,32. Donc vous voyez, R1 mensuel, la moyenne mobile. On a également le nuage Ichimoku qui se situe à ce niveau près. Regardez sur le graphique journalier. Graphique journalier, R1 mensuel, nuage Ichimoku, moyenne mobile à 100 jours. Donc là, on a un puissant niveau de résistance. Si le GBP-USD dépasse cette zone, on a clairement un signal bullish jusqu'au R3 concrètement. AUD, on a le rebond. AUD, on a le rebond. Pareil, hein, si on a, vous voyez, une avancée au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours en bleu, opportunité, enfin, ça sera une zone dans laquelle il faudra s'intéresser à shorter. C'est pas parce que le cours va dépasser la moyenne mobile à 20 jours qu'il faudra shorter immédiatement le NZD, l'AUD, pardon. Mais par contre, une clôture à la baisse pourrait être, oui, un signal de vente. Regardez par exemple ici. Donc là, on a le signal croisement à la hausse, croisement à la baisse. Bon, ensuite, il y a eu un petit peu de mal, vous voyez, pour qu'ils reprennent la baisse, mais on avait un point d'entrée. Pareil ici, clôture à la hausse, clôture à la baisse, signal de vente. Clôture à la hausse, clôture à la baisse, signal de vente. Clôture à la hausse, clôture à la baisse, signal de vente, etc., etc. Donc moi, ce que j'attends finalement pour l'AUD, c'est la clôture à la baisse sous la moyenne mobile à 20 jours, que ce soit l'AUD et ou le NZD. C'est pareil. Pour ce qui est de l'euro AUD ou encore l'euro NZD, euro AUD, phase de respiration. Ce qu'on attend, c'est que le cours passe sous sa moyenne mobile à 20 jours, encore une fois, et qu'il clôture à la hausse, enfin, qu'il clôture au-dessus de cette moyenne mobile à 20 jours. Donc en fait, on attend le croisement en fait entre le prix et la moyenne mobile à 20 jours, le croisement à la hausse. Ça sera un signal acheteur. En attendant, on attend la phase de respiration. C'est normal. Vous voyez qu'en fait, à chaque fois qu'on a une impulsion, on a ensuite la moyenne mobile 1 qui tend vers le prix, mais également le prix qui tend vers la moyenne mobile, ce qui est en fait une respiration. Donc là, c'est pareil. Là, on va avoir une moyenne mobile qui va aller dans ce sens, et on a un prix qui va aller dans ce sens. Donc ils vont se croiser, et ensuite c'est le nouveau croisement qui donnera un nouveau signal d'achat. Donc ça peut se faire ici, ça peut se faire plus bas, ça va pas probablement pas se faire plus haut, puisque ça voudrait dire que le prix repart à la hausse sans toucher cette moyenne mobile à 20 jours. C'est possible, mais bon, je pense que c'est plus probable qu'on ait un croisement vers les 1,61.
Et c'est ce croisement qui donnerait un nouveau signal acheteur sur le ROID ou le RNZD également. Le RNZD, vous voyez, on est loin de la moyenne mobile à 20 jours. D'ailleurs, un indicateur qui vous permet d'avoir une idée de l'état du momentum et que j'aime particulièrement bien, bon, on a le RSI, on a également le Disparity Index qui est extrêmement utilisé sur les marchés actions. Disparity Index, vous pouvez le mettre à 200 jours, vous pouvez le mettre à 50, vous pouvez le mettre à 100 périodes. 50, c'est assez utile pour du swing trading. Voilà, donc Disparity Index, c'est tout simplement l'écart relatif, donc en pourcentage, entre le prix et la moyenne mobile à 50 jours. La moyenne mobile à 50 jours sur graphique, sur mes graphiques, qui est en vert. D'accord, donc là on a un écart, vous voyez, de 2,17%. Si je regarde ici, entre le prix et la moyenne mobile, on a 2,13. Vous voyez, parce que je ne suis pas au pips près. Si je prends pips près, il doit avoir probablement 2,17. Bref, donc dès qu'on a en fait le croisement, soit à la hausse de la moyenne mobile à 20 jours, soit la moyenne mobile à 50, etc., eh bien, on a un signal haussier. Et dès qu'on a un disparity qui est trop écarté, on a en fait un momentum qui est trop important et donc une phase de respiration qui est nécessaire. Voilà. Si on voit un disparity qui est extrême, on a généralement un signal bearish. D'ailleurs, sur ce disparity, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Bande de Bollinger. Voilà. On peut ajouter les bandes de Bollinger sur un disparity index. Et vous voyez, dès que le disparity que tourne au-dessus de sa bande de Bollinger, signal négatif. Signal négatif, je vais vous faire voir rapidement ici. Donc, vous voyez ici signal négatif. On attend en fait le croisement à la baisse que le disparity réintègre ces bandes de Bollinger. Ici, disparity non. Voilà, ici. Donc en fait, ça va être la contre-tendance. Ça va pas être des signaux qui vont être utiles pour shorter, mais pour prendre des bénéfices. Vous voyez, on a trois signaux ici que le disparity, quand le disparity réintègre ces bandes de Bollinger après en être sorti par le haut, c'est, vous voyez, ça c'est juste après le top. Hein. Donc voilà. Disparity Index avec des bandes de Bollinger peuvent être très utiles pour voilà, hein, avoir des signaux en fait de prise de bénéfice ou même pour entrer à l'achat ou à la vente. Regardez par exemple ici, là c'est l'inverse, on a Disparity qui sort des bandes de Bollinger et qui réintègre. Donc le 22 septembre, vous voyez, excès. Les bandes de Bollinger sont des excès, les bandes de Bollinger sont des excellentes bandes pour l'appliquer sur non seulement le prix, mais sur n'importe quel, finalement, presque n'importe quel indicateur. Et ça permet d'avoir des excès sur un indicateur. Des excès relatifs, en fait, sur un indicateur. Parce que le RSI, c'est quoi? C'est des excès absolus. Ça va être 80-20. C'est des bandes 80-20. On peut mettre un RSI. Et pareil, ajouter un indicateur Bollinger. Et là, on aura pareil des phases d'excès. On aura des phases d'excès, donc que je peux mettre cette fois-ci en turquoise. Voilà, on va mettre en turquoise. En bleu, pardon. Bon, là, on a eu le même jour, 3 juillet. Vous voyez, signal. Ici, pareil, un signal. Pourquoi? Parce que le RSI a réintégré ses bandes de Bollinger, etc., etc. Donc moi, ce que je vous conseille d'étudier, de regarder un petit peu de votre côté, c'est un indicateur, que ce soit RSI, Disparity Index, un oscillateur. Alors pas le stochastique, parce qu'il y a déjà deux bandes, mais voilà, un oscillateur qui a une bande, et ajouter à cela des bandes de Bollinger. Parce que c'est bien d'avoir des bornes 80-20, c'est bien d'avoir des bornes, comment dire, fixes, mais appliquer des bandes de Bollinger, en fait, un écart type sur, un écart type, deux écarts types sur une moyenne mobile d'un indicateur, c'est extrêmement utile pour avoir davantage de signaux et assez pertinent. Plutôt que d'attendre que le prix revienne, enfin que le RSI revienne à 80 ou etc. Là, on peut avoir des signaux intéressants. Alors, ce que je voulais dire, pardon, par rapport au Disparity Index, c'est s'il est trop écarté ce Disparity, c'est-à-dire que le momentum est trop important. C'est pas une mauvaise chose, mais ça veut dire que finalement, qu'est-ce qui va pousser le prix encore plus haut? Donc là, on a un Disparity, vous voyez, qui est à 2,62, c'était pas le plus haut. Hein. Vous voyez, en novembre, entre la moyenne mobile à 50 jours
et le prix, on avait quand même des excès de 4%, donc ce qui était un momentum beaucoup plus important. Mais vous voyez, finalement, si on ajoute encore une fois des bandes de Bollinger, on a un prix qui bute sous celui-ci. Et donc, si ce disparity revient en dessous de cette moyenne mobile à 20 périodes de la bande de Bollinger, c'est le milieu, eh bien, on aura, on va dire, ce sera la phase de respiration. Ça marquera un niveau de prix potentiellement intéressant. Voilà. Donc l'euro NZD, en conclusion, on attend soit que le disparity respire, en fait que l'écart entre la moyenne mobile à 20 jours ou 50 jours et le prix diminue pour à nouveau rentrer à l'achat. Et c'est le croisement à la hausse, soit la moyenne mobile à 20 jours, soit la moyenne mobile à 50 jours, qui émettra un nouveau signal haussier. Donc voilà, alors je retourne sur ce graphique. Donc on voit l'AUD de CHF qui sont haussiers, l'USD également, et trois devises les plus baissières, euro, CAD, yen. Donc en fait là, la meilleure paire semble être l'AUD yen. L'AUD yen, ça semble être la paire la plus en tendance, AUD et yen, qui devrait être bullish. Donc ça va permettre d'avoir, alors l'AUD yen, c'est la paire pour trader la guerre commerciale avec l'AUD USD. Si vous êtes optimiste sur les perspectives, sur l'avenir des relations commerciales, l'avenir, on va dire, à court et moyen terme, pour les prochaines semaines, prochains mois, entre les États-Unis et la Chine, alors vous pouvez acheter les creux. Si, à l'inverse, vous êtes plutôt pessimiste sur les relations à court terme, court, moyen terme, entre les États-Unis et la Chine, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année, en fait, alors l'AUD et le yen se short. Moi, personnellement, plus que spéculer sur l'avenir des relations, je préfère me fier à l'analyse technique. Et tant que la tendance est baissière, en fait, je préfère privilégier mes stratégies à la vente. Donc, tout retour de l'AUD yen, encore une fois, tout comme l'AUD USD, au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, me semble être une opportunité intéressante pour passer ensuite à la vente lorsqu'il y aura le croisement à la baisse. Voilà. Donc moi, l'AUD yen, je le regarde actuellement. Et dès qu'on aura le croisement en dessous de la moyenne mobile à 20 jours, signal vendeur. Voilà, je passe sur les indices. L'Eurostoxx. Alors, il faut savoir qu'on a un regain d'appétit pour ce matin, comme je vous l'ai dit. On le voit, je le rappelle, avec l'AUD qui surperforme. Dès que l'AUD surperforme, c'est qu'il y a de l'appétit pour le risque. Parce que l'AUD, il est sous pression depuis presque le début de l'année, depuis le début des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Je n'ai pas fait de statistiques là-dessus depuis le début de l'année, mais l'AUD, peut-être qu'il est en baisse, il sous-performe, peut-être 3 séances sur 4 ou 4 séances sur 5, vous voyez. En tout cas, c'est une majorité de chandeliers baissiers, de sous-performance de l'AUD face au dollar, plutôt que de surperformance. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, du yen, où c'est tout, finalement. Donc, si l'AUD est haussier, l'Eurostoxx va être, les marchés actions vont être haussiers, que ce soit en Asie ou en Europe. Voilà, donc l'Eurostoxx haussier, 3340. Donc encore une fois, deux façons de voir les choses. Pour tout ce qui est les marchés actions, actuellement, il y a une chose à surveiller, c'est tension commerciale États-Unis-Chine. Comme j'ai dit sur la UD, si vous êtes optimiste sur les perspectives à court terme, alors c'est intéressant de payer l'Eurostoxx en swing trading au prix actuel. Si à l'inverse, vous êtes plutôt pessimiste sur les perspectives entre les États-Unis et la Chine à court moyen terme, dans ce cas-là, tout rebond est une opportunité finalement pour shorter les indices à un meilleur niveau de prix. Donc, ce qui est possible de faire, c'est d'utiliser le retracement de Fibonacci et avoir davantage de seuils de surveillance. Là, l'Eurostoxx, vous voyez, va tester un seuil important qui correspond au 3340 et qui était le plus bas depuis le début de l'été, finalement, avant que le cours croise à la baisse, inscrire un nouveau plus bas en début septembre. Mais vous voyez que c'était le plus bas depuis juin, août. Donc si on a un pullback, ça peut être une opportunité pour shorter l'Eurostoxx 50, à condition, bien évidemment, qu'on ait des signaux baissiers sous ce seuil. Tant qu'on n'a pas de signaux baissiers, c'est pas parce que le cours revient à un niveau de prix qu'il faut automatiquement shorter l'Eurostoxx. Le DAX, pareil, vous voyez, revient à ce seuil, 12 102 points. Le CAC, pareil. CAC, vous voyez, qui a même dépassé finalement le niveau de juin qui l'avait sauvegardé. Et le CAC qui revient en fait beaucoup plus haut. Il revient beaucoup plus haut, donc là, il va falloir chercher des seuils de Fibonacci. 50%, 5368, niveau très important. Bon, donc là, on a de l'appétit pour le risque ce matin. On a de l'appétit pour le risque. Que fait le spread Italie-Allemagne?
Italie-Allemagne gagne 4 points de base, c'est dommage. On n'a pas un soutien venant de la situation en Europe. Donc voilà, en fait, le soutien actuel vient uniquement finalement de l'amélioration des perspectives entre les États-Unis et la Chine, et non pas de la situation en Italie, en tout cas à court terme. Et donc le CAC a des chances de revenir à 5368 à court terme. Je dis bien aujourd'hui, c'est possible. Le DAX 12102, c'est pareil, on a 30 points de hausse qui semble largement faisable. Et l'Eurostoxx, bon là on n'a plus grand chose à aller chercher puisque le prix est proche de ce seuil, mais concrètement c'est les 3300. Alors je regarde 3341 qui sont la prochaine résistance. Et ensuite, on peut aller sur de l'horaire, on peut mettre des points pivots, journaliers au lieu de points pivots hebdomadaires, ou même ajouter simplement pivot journalier en plus des mensuels et des hebdomadaires. Et là, vous voyez, on est au R1, R2, R3. Donc voilà. Niveau de résistance à 3340. Alors, ravi d'en connaître plus sur un Disparity Index, c'est la minute webinaire éducatif. Exactement. J'essaye de plus en plus faire une petite minute webinaire, d'éducation dans ce webinaire, ce point de marché quotidien, parce que c'est vrai que on n'a pas forcément le temps de faire trop de webinaires et surtout des webinaires éducatifs. Donc au moins ça permet de vous faire voir. Je pense que la meilleure chose, c'est pas de prendre 30 minutes à expliquer un indicateur, c'est de vous expliquer la base d'un indicateur et ensuite le mieux, c'est que vous cherchiez de vos côtés, vous développiez, c'est la meilleure façon d'apprendre finalement à utiliser un indicateur. C'est pas que je vous dise comment il fonctionne, enfin vous dire comment l'utiliser, mais plutôt vous dire comment il fonctionne. Voilà. Et ensuite, vous cherchez comment l'exploiter selon votre stratégie de trading, parce qu'un indicateur, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une façon de l'utiliser. Il y a énormément de façons d'utiliser un indicateur, que ce soit le RSI ou peu importe, la MACD, etc. Donc, disons qu'il n'y a pas une stratégie, il n'y a pas une stratégie qui est meilleure sur le RSI qu'une autre. Il y en a qui vont préférer les divergences, il y en a qui vont préférer les croisements de 50, il y en a qui vont préférer les zones de surachat et de survente. Voilà, ça dépend en fait de votre stratégie. Il n'y a pas de meilleure. Il n'y a pas de meilleure stratégie sur le RSI qu'une autre. Donc voilà, je préfère vous faire voir un petit indicateur, prendre quelques minutes à expliquer et ensuite, s'il vous intéresse, bien vous faites un peu plus de recherche là-dessus, ça sera beaucoup plus bénéfique pour vous que si je vous fais un webinaire de 30 minutes sur celui-ci. Voilà, donc indice, perspective haussière à court terme aujourd'hui sur les marchés actions, en fait sur toutes les valeurs risquées, entre guillemets, on a un risk on. Ce matin, je dis pas que ça va durer pendant plusieurs séances, en fait tout va dépendre finalement du prochain titre sur la guerre commerciale États-Unis-Chine. Si ce prochain titre est encore une fois optimiste, dans ce cas-là, ça devrait continuer à soutenir l'appétit pour risque. À l'inverse, si on a un tweet de Donald Trump qui voilà, à nouveau est menaçant, très rapidement, le marché est très sensible, est beaucoup plus sensible finalement aux tweets négatifs menaçants de Trump plutôt qu'aux tweets optimistes sur la guerre commerciale, je dis bien. Donc, si on a un tweet qui est menaçant de la part de Trump, en une minute, le marché peut se retourner. Donc voilà, il faut en être conscient. Et au niveau des matières premières, alors l'or, encore une fois, moi sous 1200, vous savez que l'or me semble être un niveau de prix intéressant à payer. D'ailleurs, ça fait depuis le début de la semaine, même depuis plus longtemps que je l'annonce. Vous voyez, lundi 10 septembre, stratégie acheteuse qu'on avait annoncée à 1195 pour viser les 1214. Et là encore, on voit bien cette hausse de l'or, c'est justifié, c'est dû à quoi? Au titre positif sur les relations commerciales entre États-Unis et ses partenaires, Canada et Chine. Voilà. Voilà, donc pour moi, perspective toujours haussière à 1214. Et on a, vous voyez, bande de Bollinger, le cours qui dépasse sa bande de Bollinger. On a on a à court terme des signaux bullish assez intéressants. Voilà, donc haussier sur l'or. Encore une fois,
techniquement, moi, à moyen terme, pour d'ici, on va dire, les prochaines semaines, voire même quelques mois, je me base pour tout ce qui est coté face au dollar, enfin, dont le dollar a un poids important, je me base sur cette oblique baissière. Je le répète, tant que ce dollar index, qui n'est pas le DXY, qui n'est pas l'euro dollar, hein, c'est un dollar avec toutes les devises majeures et pondérées, tant que ce dollar index est sous cette oblique en rouge ici, je suis baissier à court et moyen terme sur le dollar, face à l'euro, face au GBP, face au CAD, face au yen. Et je suis également haussier du coup sur l'or, parce que si le dollar baisse, l'or monte. Voilà. Donc voilà ma perspective sur le dollar. Tout se joue sur cette oblique. Si dans une semaine, on a ce dollar index qui dépasse cette oblique en rouge, je reverrai mes perspectives. En fait, je les inverserai. C'est-à-dire que l'or, je passerai baissier à nouveau. L'euro, j'envisagerai un retour sous un 15, le GBP sous un 30, l'USD CAD 1,32 et l'USD Yen 112. Voilà. Mais tant que le prix est sous cette oblique, encore une fois, moi, l'eurodoll, les pullbacks, les replis de l'eurodoll à court terme me semblent être des opportunités pour passer à l'achat. En dessous de 1,16, entre 1,15 et 1,16, l'euro-dollar me semble intéressant. Et ça fait maintenant 2 semaines que je dis, le pivot mensuel me semble être un niveau de prix particulièrement attractif, que ce soit sur l'Onzor, vous voyez, que ce soit sur le GBP USD, on l'avait annoncé même sur le GBP USD vers les 1,27 et quelques, sur l'euro-dollar, pivot mensuel, on l'avait annoncé à de multiples reprises, l'USD Yen, que j'ai écrit un article, dont j'ai écrit un article hier, moi à 111,75, vous voyez ce plus haut, hein, cette pseudo-résistance sur de l'horaire, même sur du 4 heures, elle est visible, hein. 4 heures, le R1, non pas le R1 mensuel, pardon, c'est ce R1 là, c'est c'est le R2 hebdomadaire. 111,86, entre 111,75 et 112, donc je vais tracer. Mince. Donc 112 et 111,75. Voilà, moi cette zone, concrètement, elle me semble attractive. Vous voyez, on pourrait même la descendre un petit peu finalement. On pourrait la mettre à 111,60. Et en journalier, qu'est-ce que ça donne? En fait, regardez, c'est cette zone de prix, c'est cette résistance. 111,72. Voilà, cette résistance me semble attractive. On pourrait même, vous voyez, finalement tracer ce rectangle et l'étendre. Voilà, et on va sur du 4 heures. Ah mince, on voit pas du coup la zone sur une unité de temps plus faible. Donc voilà, en tout cas cette zone me semble attractif avec un stop un petit peu au-dessus, par exemple pour un R1 mensuel. Encore une fois, tant que le dollar index est sous l'oblique en rouge que je vous fais voir maintenant depuis plusieurs webinaires. Et la perspective sur le SDN, bien à court terme, elle est à 110, mais en fait à moyen terme, on peut très bien imaginer l'USD revenir à 108,11, pardon. 108,11 puis 105. Voilà. En tout cas, d'un point de vue ratio risque rendement, vous voyez, à ce niveau de prix, à 111,60, 111,60 à peu près, stop au R1, on a 64 pips de risque pour 160 pips de potentiel gain si on vise seulement les 110. Donc, voilà, 160 pour 60, ça fait presque un ratio risque rendement de 3. Donc voilà, ça me semble très intéressant. Et donc, écoutez, voilà, et je vois que le Brent vous voyez, a testé 80 $ hier, mais qui n'a pas dépassé. On n'a pas de signaux baissiers néanmoins. Vous voyez, on n'a pas d'abattement baissier, on a simplement finalement presque un doji hier. Le brut, qu'est-ce que nous avons sur le brut? Test des 70 $, mais clôture en dessous. Donc on voit finalement que les vendeurs sont dominants à 70. On a vraiment une pression vendeuse à 70. On a des tests intraday, mais on n'a pas finalement de confirmation. Donc tant que le brut et le Brent sont sous ces deux résistances, honnêtement, c'est une perspective baissière, bien qu'on soit dans une tendance qui, à long terme, matérialisée par cette moyenne mobile à 200 jours, soit haussière. 200 jours en noir.
Donc voilà, et la perspective donc à court terme est baissière jusqu'à 7 moyenne mobile. Merci Valentin, vous me réconfortez sur mon opinion sur l'USD Yen. Écoutez, tant mieux si je vous réconforte, enfin, c'est pas le but. Moi, le but, c'est que je vous donne mon analyse. Mon analyse, comme vous savez, c'est baissier, dollar, court, moyen terme. Baissier, l'AUD, pour, alors peut-être pas aujourd'hui, parce qu'on a un regard d'appétit pour risque, peut-être pas demain, mais voilà, très rapidement, dès que l'AUD reviendra au-dessus de cette moyenne mobile à 20 jours, et que le NZD également, s'ils reviennent au-dessus de ces moyennes mobiles à 20 jours, eh bien l'AUD l'AUD et le NZD me sembleront des devises, encore une fois, intéressantes à shorter face à l'euro, face au GBP, face au yen, vous voyez, dans ce contexte de tension commerciale. Pour moi, tant qu'il n'y a pas d'accord entre les États-Unis et la Chine, l'AUD et le NZD ne vont pas rentrer dans des bull market. Maintenant, oui, on a des phases où il y a des avancées dans les négociations, mais on le voit avec l'ALENA. Rien qu'avec l'ALENA, ça fait combien de temps que les renégociations ont lieu? Ça fait plus d'un an. Et c'est l'ALENA, c'est pas la Chine. Et vous savez que le défi de Trump, c'est de réduire la balance commerciale des États-Unis. Et tant que la balance commerciale des États-Unis continuera à augmenter, parce qu'elle a encore inscrit un nouveau record en juillet. Hein. En juillet, on a eu 36 milliards de dollars de marchandises chinoises qui ont commencé à être taxées par l'administration de Trump. Et pourtant, la balance commerciale entre les États-Unis et la Chine, en juillet de cette année, hein, a inscrit un nouveau record. Donc vous voyez, ça m'étonnerait que Donald Trump abandonne finalement sa promesse de campagne, puisqu'il semble assez fidèle quand même à ses promesses de campagne, ce qu'on ne peut pas lui reprocher. Mais donc du coup, voilà, tant que cette balance commerciale entre les États-Unis et le reste du monde va continuer à augmenter, tout mène à croire que Trump va continuer avec un ton assez menaçant et va s'en prendre finalement à ses partenaires qui ont dont les États-Unis ont des déficits commerciaux importants, c'est-à-dire la Chine, les pays de l'ALENA et l'Europe et le Japon. Voilà. Voilà. Maintenant, si demain on a pendant plusieurs mois une balance commerciale qui s'améliore au niveau des États-Unis, là, on pourrait, oui, avoir un ton enfin, des perspectives qui me sembleraient meilleures pour le commerce international, parce que Donald Trump devrait être, je pense, moins menaçant. Mais honnêtement, l'indicateur qui permet de mesurer les résultats de la politique commerciale de Trump, finalement, c'est la balance commerciale. Tout va se jouer au niveau de la balance commerciale. Si elle continue à se dégrader, Donald Trump va continuer, à mon avis, à être particulièrement menaçant avec ses partenaires économiques historiques. Et à l'inverse, si elle s'améliore, bon, bah, on pourrait, pourquoi pas, anticiper une amélioration, oui, des relations commerciales. Mais pour le moment, la tendance de la balance commerciale États-Unis et reste du monde, bah, je vais vous la faire voir, comme ça, vous aurez votre propre idée. Donc, un site web intéressant pour avoir ces statistiques, c'est Trading Economics, vous allez dans Indicators, Countries, United States, et vous allez dans Trade, Balance of Trade, et vous regardez la tendance. Alors c'est normal que d'un point de vue saisonnalité, on a des mois où la balance se réduit, etc., etc. Donc faut pas regarder que sur un mois. C'est pas parce que en un mois on a une réduction de la balance commerciale qu'on va que c'est positif. Hein. Il faut vraiment avoir une tendance sur du long terme. Bon, sur 10 ans, ça donne cela. Balance of trade en maximum, vous voyez. On a une balance commerciale qui se réduit énormément. Donc là, on a vu la crise financière, c'est pour ça qu'on a eu ce rebond. Mais vous voyez, sur 5 ans, on a une tendance qui est baissière. Et si on met à cela une moyenne mobile à 4 mois, voilà, la tendance est clairement baissière. Donc tant qu'on n'a pas un renversement de cette tendance, tant qu'on n'a pas une courbe finalement qui devient haussière, il y a peu de chances finalement que Trump soit, comment dire, amical avec ses partenaires. Voilà, vous voyez d'ailleurs, the goods trade deficit with China rose 10%. Donc, le déficit commercial des biens avec la Chine a augmenté de 10% à un niveau record de 36,8 milliards de dollars en juillet.
le déficit commercial a augmenté de 50% avec l'Union européenne. 50%, vous voyez ici. 2,9% d'augmentation pour le Japon. L'OPEP, 90%. Ça, c'est très intéressant de mettre OPEC au lieu de certains pays. Avec le Canada, plus 57,6 billions, donc il n'y a pas de pourcentage. Et avec le Mexique, par contre, moins 25%. À mon avis, ici, c'était plus 57,6%. À mon avis, ils se sont trompés. Parce que vous voyez, c'est pourcent billion, pourcent billion, pourcent billion, pourcent billion. Et là, c'est billion, billion, à mon avis. Ils se sont trompés. Plus 57,6 billions, oui, ils sont clairement trompés, à mon avis. Parce que c'est pas plus 50,6 milliards en plus de déficit. Hein. Donc voilà, c'est plus 50,6%. Donc voilà, finalement, le baromètre de la politique monétaire de Donald Trump, ça va être cette courbe lissée. Si elle est baissière, Donald Trump devrait, je pense, continuer à être menaçant. Et à l'inverse, si elle rebondit vraiment, on va dire durablement pendant plusieurs mois, voire même un an, et bien là, par contre, on pourrait avoir des perspectives qui seraient positives, qui s'amélioreraient. Voilà donc pour ce point de marché. Écoutez, j'espère que ça vous aidera dans votre journée de trading. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Alors, au niveau des webinaires, je sais qu'on a, nous n'aurons pas de webinaire spécial BOE Carnet. Ça, je vais l'enlever, tout simplement parce qu'il n'y a pas de discours de Marc Carnet. Dès qu'il y aura une prochaine décision des taux de la BOE avec un discours de Marc Carnet, eh bien, nous ferons un webinaire spécial BOE, pardon, mais là, il va être désactivé celui-ci, donc ça ne sert à rien de s'inscrire finalement. Par contre, il y aura un webinaire spécial BCE puisqu'il y aura un discours de Mario Draghi. Voilà, puisque la BOE, on n'attend rien, aucune hausse des taux, on attend juste le communiqué, finalement commenter sur communiqué, mais bon, ça va prendre quelques minutes, donc ça ne sert à rien de faire un webinaire spécial BOE. Mais donc, formation séminaire en ligne, donc webinaire spécial BOE, il n'y en a pas aujourd'hui, je vais le désactiver. Par contre, il y a le BCE avec moi-même à 14h15 aujourd'hui, et il y aura un webinaire donc qui va s'ajouter, qui va être modifié, hein, qui va voilà, aujourd'hui, il me semble à 13h avec Yoav Nizar. Voilà, donc je vous invite à re-regarder cette page d'ici une demi-heure, une heure, et voilà, vous aurez tout cela rafraîchi, actualisé. En tout cas, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis donc à tout à l'heure pour mon webinaire spécial BCE à 14h15, discours de Mario Draghi à 14h30. Donc, on fera un point 15 minutes avant, 15 minutes après. Voilà, excellente fin de matinée à vous tous, à tout à l'heure. Et pour ceux que je ne retrouverai pas dans le webinaire spécial BCE, eh bien écoutez, à demain matin pour mon prochain, pour mon dernier finalement point de marché de la semaine.